Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir très nombreux à suivre ces rendez-vous de décryptage, de l'analyse, des commentaires, mais aussi de l'interprétation des faits d'actualité. Nous allons revenir autour des trois principaux sujets. D'abord, les blocages au niveau des confessions religieuses en rapport avec la nomination des animateurs de la CENI. Senko et SCC font bloc de leur côté et de l'autre, il y a Dodo Kamba et les 6 autres confessions religieuses qui ne jurent que par la nomination ou l'élection de Denis Kadima à la tête de la CENI. Comment ça va se passer? Est-ce que nous tendons lentement mais sûrement vers les glissements? On en parle au cours de cette émission. On va aussi faire les points sur les dossiers RAM, ces taxes décriées par l'ensemble de la population congolaise. Augustin Kibasa Maliba, ministre en charge des postes, téléphones, nouvelles technologies de l'information et de la communication, convoqué récemment au niveau de l'Assemblée nationale, était attendu depuis mercredi passé pour aller donner des réponses aux questions des députés, mais malheureusement, l'homme a brillé par son absence et selon les dernières informations, il serait à Dubaï. On ne sait pas ce qu'il est parti faire. On va également essayer de revenir sur cette question. Puis on va chuter avec la province de Lualaba, où l'inspecteur général des finances, l'inspecteur en chef, disons-le comme ça, Julien Linguetti, a effectué une descente pour s'imprégner de la situation. Qu'est-ce qui se cache derrière cette descente? On en parle au cours de cette émission avec sur ces plateaux Maître Mardoché Nsele, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Hervé. Toujours très bien habillé. Merci mon frère. La classe et l'élégance. Bien sûr, on est là, on doit édifier notre pays et nous devons faire voir à tous nos amis d'ailleurs que mieux vaut vivre au Congo qu'ailleurs. Vous avez abandonné les styles Martin Fayoulou, chemise blanche, Non, faut pas parler de retroussée. Fayoulou. Fayoulou, c'est un leader de l'opposition que je respecte, mais qui n'a jamais eu la son meeting, c'est samedi. Non, il va vous démontrer de quoi il est capable. Non, il n'a jamais été capable. Il va je ne pense pas que Martin Fayoulou doit emprunter les théories du ciel pour nous impressionner aujourd'hui, non. Donc, la politique des Fayoulou, une politique fondée sur le tribalisme et la haine, ne produit pas. C'est une mauvaise politique. Je pense qu'on devrait plus attaquer le pouvoir dans le fait, dans la gestion, et non toucher la vie privée des individus, parler à mal du président public, tu vois, salir les personnalités des uns des autres, se faire entourer de ses frères tribales, chaque fois chanter comme les coqs le matin, et que tout ce qu'on dit c'est creux. Ça n'a rien à voir avec les réalités politiques, ni les déserteurs de la population. Je pense que cette petite opposition n'a jamais été proche du peuple congolais. C'est une opposition qui suit un courant ethnico-tribal. Il a refusé, comment on appelle ça, la palissade, je crois. Et ça représente quoi? S'il faut le refuser de la palissade. Et c'est fini, ça torpeur, on en prend sa tenue. Très bien, sinon. Ça change rien. Le fait de refuser la palissade, c'est là, veut dire que non, tu compatis avec ceux qui dorment, affamés, tu compatis avec, mais il y a beaucoup de réalisations qui sont en train d'être enregistrées. Sous Félix Tshisekedi. Si réellement on est opposant, on est congolais, on doit reconnaître ce qui est bon. Très bien. Et condamner ce qui est mauvais. Sinon, vous saluez ce qui s'est fait au niveau du Sénat à Bati Lukwebo, qui a déclenché les contrôles parlementaires. C'est pratiquement chaque semaine que le ministre y défile pour aller donner ou, je ne sais pas moi, exposer aux sénateurs leur gestion. Bon, c'est bien. Déclencher un contrôle parlementaire, c'est très bien, bien sûr. Mais je pense que lui aussi devrait faire beaucoup de progrès parce que jusqu'à maintenant, Bati caractérise encore l'image d'un grand tribaliste au sein des institutions. Moi, je mal lorsque je vois un leader politique de cette trempe, un professeur d'université qui se fait accompagner avec sa famille à tous les niveaux, par sec, son fils. Vous allez dans le parti, cousin, cousine, nièce, toujours. AFDC devient quelque chose de familiarisé. C'est une question de confiance. Non, c'est pas une question de confiance. Ce sont des comportements sales qu'on doit évacuer. On doit divorcer avec ce genre de comportement. Il fait confiance aux membres de sa famille. Et où serait la place de la méritocratie? Ou à ceux qui sont proches des... Et si tous ces gens sont là au nom de l'appartenance familiale ou parce qu'ils partagent le même espace linguistique ou juste parce que c'est un sentiment. Et c'est l'unique raison qu'ils peuvent se lever, c'est la confiance, la sécurité. La personne qui sécurise, c'est Dieu. Et lorsque tu es au sein des institutions, tu dois faire confiance au service de sécurité de votre pays. Alors, au nom de la méritocratie, il y a des autres qui tergiversent dans leur coin, ils ont besoin d'adhérer à AFDC. Son fils ne mérite pas? Son fils ne mérite pas. Même s'il méritait, il ne mérite pas cette place-là. aux États-Unis. Non, fini les études, mon frère. Vous savez que moi, j'ai la nausée d'accepter ce genre de personnes. Tu as fini à Liège, tu as fini à Cambridge, tu as fini à Harvard. Tu viens ici avec des petites théories comme ça et tu parles un français du collège. Non, nous qui avons étudié au village, nous avons la capacité de contredire ceux qui viennent de l'Europe, qui ne connaissent absolument rien, qui ne connaissent jamais les réalités du Congo. Ce que moi j'allais dire, c'est que
déclencher le contrôle parlementaire, c'est bien, mais il faut aussi être un modèle. Il faut réunir tout autour de soi, toutes les tendances confondues, pour consolider l'unité nationale. Il faut plus miser sur la méritocratie que le tribalisme institutionnel. Très bien, on va rester, plutôt on va prendre l'actualité pour parler cette fois-ci de la CENI. Les blocages persistent. Je ne sais pas si vous avez suivi la dernière sortie médiatique de la Benchole qui a révélé des choses un peu troublantes, à faire 100 000 $, des jeeps qu'on aurait remis aux 6 autres confessions religieuses pour accepter les choix ou la candidature d'Eni Kadima. Au niveau de l'Assemblée nationale, je ne sais pas si on a déjà déposé les procès-verbaux et qui doit les déposer d'ailleurs. Alors finalement, est-ce qu'au regard de tout ce qui s'est dit actuellement, les décors n'est-il pas planté pour un glissement électoral? Vous savez, je suis de ceux qui ne partagent pas la vie d'un glissement. Parce que lui-même, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a dit plusieurs fois dans ses sorties médiatiques, même lorsque il s'adressait à la nation. Le chef de l'État a dit que la Constitution sera respectée et qu'il y aura des élections dans les échéances constitutionnelles. Très bien. Alors, moi, je ne trouve pas pourquoi les gens sont plus agités parce que Tshisekedi reste silencieux sur ce point. Mais il avait déjà dit qu'il doit respecter le calendrier électoral, il doit respecter la loi de la République ou la Constitution, ce qui concerne la convocation du scrutin électoral. Oui, oui. Alors, en ce qui concerne la mise en place, ou soit l'investiture de nouveaux membres de la CENI, je pense qu'il y a un petit problème. C'est un problème lié aux intérêts. L'église catholique que tu vois là-bas, ce n'est pas l'église catholique, c'est la Senko. Et à la tête de la Senko, il y a des individus mal intentionnés, je vais parler de ces choses-là, et tous les autres qui veulent chercher, tirer les draps de l'autre côté. Ils cherchent les intérêts. Cholet et tous les autres. Et moi, je pense pas qu'ils ont pitié de ce pays. Je pense pas qu'ils misent sur la stabilité des institutions et la transparence des élections. Nous avons connu des élections de constitutionnalité plusieurs fois. Il y a eu des tricheries, nous avons crié plusieurs fois. Aujourd'hui, ils devraient laisser les autres. Parce que quand on parle de confessions religieuses, on ne voit pas ceux qui sont plus que les autres. Toutes les confessions religieuses travaillent pour la paix. C'est pour ça ils doivent être considérés comme une église au milieu du village. Lorsqu'on voyait déjà une église prendre une position, avoir un penchant, donc il y a anguille sous roche. La position de la Senko ou l'église catholique m'a toujours fait mal. Et ce n'est pas aujourd'hui, moi, je ne suis pas la première personne ou les autres qui décrivent le comportement de l'SSC et l'église catholique, c'est pas aujourd'hui. Ça relève même à l'époque de Lumumba. Nous avons encore des vidéos jusqu'à aujourd'hui où Lumumba demande à l'église catholique de revenir sur sa mission. Et si réellement ils sont impliqués dans le processus, n'est-ce pas, de la nomination des membres, soit des choix sur ceux qui seront les dirigeants de la CENI dans les jours à venir, c'est par rapport à la confiance que les institutions leur ont faite. L'abbé Donatien Cholet nous a révélé ici, sans mâcher des mots, qu'au départ, toutes les confessions religieuses, de manière unanime, refusaient la candidature ou le choix d'Eni Kadima. Ils ont reçu des menaces, ils ont reçu des intimidations. Et par après, 6 autres confessions religieuses seront ou seraient approchées, je ne sais pas moi par qui, pour bénéficier de 100 000 $ chacune et des jeeps. Vous savez, dans ces pays, les gens aiment beaucoup rouler carrosse. 100 000 $ plus jeep. Et c'est après cette action que les 6 vont céder aux menaces, ou je ne sais pas moi, aux caprices de ceux-là qui leur menaçaient. Alors finalement, est-ce que si vous essayez un peu d'analyser les propos de l'abbé Cholet, pensez-vous qu'il est cohérent et rationnel? Il est incohérent. Moi, je demande aux Congolais de ne pas faire confiance à Cholet. Je pense même la Senko, si il faut encore garder la crédibilité de cette structure, il fallait chercher un remplaçant de l'abbé Cholet. C'est un grand menteur. Et lorsqu'on fait des allégations pareilles, on est une grande personnalité, la société civile, d'une église, vous êtes pasteur, vous devez prêcher la vérité. Lorsqu'on accuse le chef de l'État ou le président de la République ou les institutions de corrompre les confessions religieuses avec 100 000 $ et une dip et qu'on n'a pas de preuves, vous voyez le service qu'on rend à la population. Et toutes les autres confessions religieuses, d'après catholiques et SSC, ne représentent rien du tout. Donc c'est au nom de la représentation des catholiques, dans ce sens orienté sur les sillages, de privilégier une catégorie de personnes qui les avaient corrompus parce que nous connaissons le comportement de l'église catholique depuis 2018. Donc, brièvement, ce que moi j'allais dire à ces sujets, c'est que les 6 confessions religieuses n'avaient pas partagé la même position avec l'église catholique à l'époque lorsqu'ils avaient soulevé la question de mettre de côté Eni Kadima parce qu'ils partagent la même espace linguistique avec le président public. Or, nous avons connu la même théorie avec Joseph Kabila. Tous ceux qui sont passés, vous avez vu, il y a les Katangais qui étaient là,
et qui sont pensés qu'il n'y avait même pas consensus. Moi, je pense pas que cette petite jurisprudence, même si ce n'est pas le bon exemple qu'il faut prendre, mais il faut pas être très rigoureux sur la question de Denis Kadima, qui a un CV, n'est-ce pas, incontestable. Et aujourd'hui, s'ils vont dans ce sens, moi je trouve que les 6 confessions religieuses ont raison de ne pas perdre le temps. Parce que si vous dites que nous ouvrons déjà la porte à un glissement, non, tout dépend de l'Église catholique. S'il y aura crise demain ou le lendemain, c'est l'Église catholique. Elle est celle qui serait responsable. Parce que pourquoi ils veulent pas de Kadima? Kadima n'est pas tshisekédiste quand même. Kadima c'est un professionnel en matière électorale. Ce qui est important, c'est que Kadima peut faire en sorte que les élections puissent avoir une autre dimension dans ce pays. C'est un professionnel. Je ne vois même pas quelqu'un qui peut contester le cursus de Kadima. Donc l'Église catholique cherche à mettre le bâton dans le roue, n'est-ce pas, à cette grande institution d'appui à la démocratie pour avoir des nouveaux animateurs. Et pense que comme Kadima est Kassaya, il va privilégier Tshisekedi. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Moi, je trouve que Kadima doit travailler pour le compte de son pays. Et ce qui est important, c'est qu'ils doivent s'allier à la décision des autres pour avoir un consensus le plus vite possible. Alors les blocages persistent. Nous ne savons plus avoir les élections. Donc, je ne sais pas si ça sera encore possible d'avoir les élections dans les délais. Au niveau de l'Assemblée nationale, jusque-là, aucune décision n'est prise. Mais du côté de la coalition La Mouka, on appelle à un dialogue pour décanter la situation. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai suivi hier les députés Ados Ndombasi qui a dit sans mâcher les mots que nous, ils veulent maintenant d'un dialogue. Non, le dialogue, pourquoi? On ne peut pas diriger un pays comme le nôtre. Il y a un problème, il y a Nous avons fait beaucoup de progrès. Faut décanter la situation. Nous avons fait beaucoup de progrès sur le plan de la démocratie. Et notre jeune démocratie doit être encadrée pour un épanouissement heureux. Il y a eu alternance à la tête du pays en 2018. Et que le chef de l'État a promis qu'il y aura des élections dans un délai constitutionnel. Ce sont des avancées démocratiques que nous devons. Un ancien président qui vit au pays, et il vit à l'aise, peu importe les atrocités que nous avons connues ici, et beaucoup de crimes que nous avons consommés, vous comprenez? Mais ils sont libres. La liberté de la presse, la liberté d'expression, d'association, des réunions rétablies. Les gens sont libres de parler de Tshisekedi à mal, on ne les arrête pas. Vous voyez? Le dialogue n'est pas opportun. Le dialogue n'est pas opportun, il n'y a pas crise. Le Congo, la République du Congo est régie, est dirigée par une constitution et les lois dans tous les secteurs de la vie. Ce qui est important pour le moment, c'est d'attendre en 2023 la tenue des élections. Les problèmes liés à la nomination des membres des animateurs de la CENI, ça ne peut pas prendre beaucoup de temps. Moi, je pense que dans peu de temps, ici, il y aura consensus. Si catholiques et SCC refusent, je pense que les confessions religieuses sont majoritaires, alors les procès verbaux peuvent être adoptés. On va parler rapidement des Kibasa Maliba et les dossiers RAM. Cette histoire qui continue de déranger la classe, disons, l'opinion publique. Kibasa Maliba, convoqué au niveau de l'Assemblée nationale, il a présenté, il a défendu les RAM, les députés lui ont posé des questions. On l'attendait 48 heures après pour venir répondre, chose qui n'a pas été faite. Hier, mercredi, je crois, ou avant-hier, une plénière, oui, a été également prévue pour qu'on puisse auditionner les propos de Kibasa Maliba Augustin, mais malheureusement, il n'a pas toujours répondu présent. Et aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'il serait à Dubaï. Est-ce qu'on doit oublier cette affaire des RAM? On ne peut pas oublier cette affaire de RAM, c'est une escroquerie que l'État congolais a opérée. Parce que même quand nous suivons dans les règles, la taxe c'est défini comme une rémunération rendue par les services. Si tu veux jouir d'un service, tu dois payer la taxe. La différence, l'analogie de la taxe et l'impôt, c'est que tous ont un caractère obligatoire. Ça, c'est les services d'État, ça, c'est le Parlement. Vous comprenez? Alors, à ce sujet, la taxe RAM, ce n'est pas le ministère qui est le service taxateur. Il y a le service d'assiette qui est le service taxateur, l'administration publique, qui taxe. Et il y a aussi une autre institution qui doit recouvrer. Nous avons des régies financières. Comme la taxe est à caractère national, il y a des institutions habilitées qui sont sous tutelle du ministère des Finances, qui doivent percevoir cette taxe et la canaliser dans les trésors. Mais tout tourne tout autour du ministère. Payer la taxe, c'est RAM qui s'en occupe. Faire ceci, ça n'existe pas. Même quand vous allez plus loin pour sonder dans les lois de notre pays, ça n'existe, c'est une excuse. D'abord, c'était un truc mal conçu, qui n'a pas de sens de fonctionnement. C'est pourquoi ça
a amené à des difficultés parce que le ministre n'était pas à mesure de nous donner de motivation. La taxe repose sur quoi? Cette taxe servirait à quoi? À rien du tout. Moi, je ne veux pas plonger dans le murmure. Même si aujourd'hui, j'attends les gens accuser le chef de l'État d'être à la base de cette taxe RAM et tout ça, mais j'ai donné la procédure. C'est que lorsque les services rendent une taxe, peu importe le moyen qui sont utilisés pour recouvrir cette taxe, il y a un service habilité à taxer. C'est le service taxateur. Mais comme aujourd'hui, on a adapté le recouvrement de cette taxe à la nouvelle technologie, c'est peut-être pas le billet de nos téléphones. C'est là où ça prend l'aspect d'une escroquerie. Vous comprenez? Parce qu'on doit sentir la volonté de payer cette taxe dans le chef du contribuable. Maintenant, ici, vous vous imaginez, moi, on m'a déjà coupé 29 $. Les unités de 29 $. Or, la taxe, c'est 7 $ par an. Mais quand on vous coupe 29 $, c'est du vol. Lorsque nous utilisons ce qu'on appelle la pratique, la théorie scientifique, c'est-à-dire on adapte l'infraction du vol par rapport aux actualités, par rapport à l'évolution de la science, n'est-ce pas? C'est un vol. La soustraction frauduleuse d'un bien meuble ou, je ne sais pas moi, appartenant à autrui. Très bien. Alors, ça, c'est une escroquerie que les Congolais n'ont pas pu supporter. Alors, la taxe RAM, nous, on n'abandonnera pas. Il faut que l'IGF enquête. Parce que ça, maintenant, ça va au niveau de l'IGF. Il faut que l'inspection générale des finances enquête sur les dossiers du RAM. Qu'on nous amène un rapport détaillé. Comment est-ce que la taxe a été conçue? Comment est-ce que la taxe est en train d'être recouvrée? Ça a été canalisé dans quel compte? Et pendant cette petite échéance que la taxe RAM a été lancée, nous avons consommé, ils ont consommé beaucoup d'argent et c'est à la hauteur de combien nous devons comprendre quelque chose. Alors, on va parler des lois là-bas, mais avant cela, une toute dernière question. À en croire certaines indiscrétions, les députés veulent maintenant passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire initier une motion de défiance pour faire tomber le ministre Kibasa. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est une bonne procédure? Bon, moi je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que j'ai mes propres raisons. Le ministre était d'abord incompétent devant les députés pour justifier l'existence de la taxe RAM. Cette incompétence d'un intellectuel avait pris ministre national de la pétentique. C'est pas un petit ministère. Il est incapable avec tout son cabinet de justifier les motivations d'une taxe. C'est déjà une incompétence. Si dans des pays les plus développés ou des vieilles démocraties, je pense qu'il serait la première personne à déposer sa démission après cette Très bien. On va... Alors, si je pense que cette motion de défiance est lancée, c'est juste pour garder la crédibilité des institutions du pays et le début de la démocratie parlementaire. Très bien. On va prendre les tout derniers thèmes de l'émission. Avant cela, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre ces condensés, ces vidéos, puis je vous retrouve tout juste après. Nous sommes venus en mission de routine pour faire le suivi des missions de contrôle qui ont eu lieu au Katanga en général, à Lubumbashi et à Kolwezi en particulier. Eh bien, je suis ravi. Si nous sommes ici, c'est justement parce que Madame la gouverneure fait un travail important qui justifie notre présence ici. Je l'ai dit en arrivant à l'aéroport tout à l'heure, c'est l'exemple de collaboration que nous attendons des autorités provinciales.
Je crois que cet exemple que nous avons montré ici de collaboration aussi bien avec l'Inspection générale des finances que le ministère des Finances nous permet de donner des résultats clairs, probants. Et si cela se multiplie, je crois que nous allons changer la donne, pas seulement pour les finances au niveau central, mais également au niveau provincial. Nous avions accompagné son Excellence Monsieur le ministre des Finances pour des préoccupations ici dans la province de Lualaba. Donc il y a cette histoire de saisie de 17 camions de 680 tonnes de minerais qui étaient à une destination d'exportation frauduleuse. Il y a des problèmes de la certification de crédit TVA aux opérateurs miniers et aussi des problèmes de la déclaration des paiements des assurances par les opérateurs miniers. Voilà des sujets importants qui ont fait l'objet des échanges ou de la communication de son Excellence Monsieur le ministre des Finances. Son Excellence l'a souligné, nous apprécions à sa juste valeur cette collaboration et aussi la vigilance de la province parce que c'est vous qui êtes ici présents qui pouvez jouer très bien ce rôle pour empêcher que les actes de fraude puissent être perpétués. Vraiment, coup de chapeau et félicitations à la province de Lualaba pour ça. La dame qui est saine, elle a dit que chef de l'État, elle vient d'arriver en provenance de Kinshasa. Et nous sommes contents de savoir que vous avez été à Kinshasa et que vous êtes de retour. Kurani ya nguvu sana na lolaba mzima iko hapa juu kupokelea mama mzima tukabezo. Vous décernez la vision du chef de l'État. La maman qui est là, la vision du chef de l'État. Excellence, Madame Fifi Masuka, Saïni. La population s'appelle Maman Beko. La Beko, Tout d'abord, je tiens à remercier toute la population de Lualaba, tout ce monde, toute la population qui est venue nous accueillir. Nous disons merci du fond du cœur. Nous sommes partis précipitamment à Kinshasa. Tout d'abord, c'était pour participer à la manifestation qu'on a organisée par la Fondation Katangaise pour pouvoir honorer ceux qui ont été nommés comme ministres ainsi que le Premier ministre Samalou Konde Kenge. À part cela, nous avons pu aussi essayer de voir le ministre de Tourisme. Vous êtes sans savoir que le ministre de Tourisme a choisi la ville de Kolwezi, la province du Lualaba, pour la semaine touristique en RDC. Nous sommes partis échanger et voir les niveaux d'organisation, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Ensuite, nous sommes partis voir le ministre de l'Enseignement supérieur par rapport à la sanction à l'université de Kolwezi qu'on devait arrêter avec la faculté de médecine. Nous avons échangé avec les ministres, nous avons pu expliquer ce qui n'a pas pu être dit dans les états généraux. Il nous a compris, il nous a fait aussi des remarques, il nous a donné aussi des conditions que nous allons respecter
Ce qui est important, c'est qu'il nous a promis que les étudiants vont rester sur place, ils vont étudier ici à Kolwezi, tout en suivant les instructions qu'il va nous donner. Il y aura des professeurs visiteurs qui viendront de Kinshasa, de médecins, et le plus important, il nous a instruit de pouvoir construire une clinique universitaire. C'est ça que nous allons faire le plus rapidement possible. Donc c'est une joie pour moi de pouvoir dire à nos enfants qu'ils ne vont pas pouvoir aller plus loin, ils vont rester ici. Maman s'est impliquée dans le dossier elle-même. Maman, nous sommes d'abord contents que Dieu vous bénisse premièrement. Maman, on a entendu que vous êtes vous-même allé en personne à Kinshasa pour suivre les dossiers. Les autres gouverneurs ne l'ont pas fait. Mais comment on met les Nous allons libérer papa, c'est ce qu'on attend. Nous allons libérer papa. Vu que les budgets étaient Maman, parle-nous, rassure-nous, maman, rassure-nous. Voilà, les retours sur ces plateaux, vous venez les suivre là, les différentes activités réalisées par Madame la gouverneure de la province de Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a reçu les ministres des Finances Nicolas Kazadi, mais aussi l'inspecteur en chef de l'inspection générale des finances, Jules Alinguetti. Et Madame la gouverneure s'est entretenue également avec les étudiants frappés par la décision du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïse Nzangi, en rapport avec la fermeture de la faculté de médecine de l'université de Kolwezi, c'est ça? Si. Très bien. Alors, c'était quoi d'abord l'objet de la visite du ministre des Finances accompagné de l'inspecteur en chef de l'IGF? Très important, je pense, Excellence Madame Fifi Masuka Saini, c'est une femme qui travaille dans la transparence et surtout pour l'avènement de la bonne gouvernance. C'est ça même l'objectif, en fait, le caractéristique de l'Union sacrée de la nation. Aujourd'hui, vous avez vu qu'avec Masuka, il y a beaucoup de secrets qui sont en train d'être mis sur la clairière. Là-bas, il y a eu des voitures, des véhicules, en fait, des trains qui ont été arrêtés par le gouvernement provincial. Et pour ceci, il fallait que l'inspection générale des finances vienne enquêter sur la question. Et aujourd'hui, le ministre des Finances, en mission de service dans le Haut-Katanga, a profité pour passer, voir comment est-ce que les avancées du Lualaba sur le plan des finances ont pris de l'escalier. Vous l'avez même reconnu, le ministre a dit que Madame Fifi Masuka a un travail très très important sur le plan de la croissance des recettes au niveau de la province. Ce n'est pas pour la consommation extérieure, tout ça. Non. Il fallait bien suivre l'élément, vous avez compris que Madame a un travail très important. Et elle collabore avec les institutions au niveau national pour qu'il y ait transparence en ce qui concerne la matière de finances. Je pense qu'il y a d'autres questions liées aux enquêtes que l'IGF doit opérer sur place. Et l'IGF aussi a reconnu la collaboration et le travail qui est en train d'être abattu par Fifi Masuka. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la délivrance de la province du Lualaba, elle est effective. Et non seulement elle est cotée sur le plan de la bonne gouvernance, mais il y a aussi l'élan du développement décrété par celle-ci. Je veux parler des infrastructures de base. Il y a beaucoup d'infrastructures qui seront bientôt inaugurées. C'est ça l'objectif du pouvoir public. Donc, c'est la réalisation de l'intérêt général. Je pense qu'il y a une grande satisfaction dans le chef des étudiants de la faculté de médecine, frappé par la décision du ministre national des l'enseignement supérieur et universitaire, Moïse Nzangi. Excellence, Madame Fifi Masuka était ici à Kinshasa, a rencontré personnellement le ministre de tutelle. Ils ont
elle a déposé le plaidoyer par rapport à ces décisions parce que ça représentait une grande frustration dans le chef des étudiants qui avaient des idéals, qui avaient se sont déjà fixés des objectifs par rapport à la faculté à emprunter. Je pense que c'était une décision qui a rendu nul tous les espoirs des étudiants. Mais aujourd'hui, il y a un cri de soulagement dans le chef des étudiants. Vous avez même vu comment est-ce que la population du Lualaba était très mobilisée pour venir accueillir l'autorité provinciale au niveau de l'aéroport. C'est quelque chose de bien que nous devons apprécier. C'est-à-dire, nous avons besoin des autorités qui sont proches de leur peuple, de leur population, pour prendre en compte les désidératas de ces derniers afin de subvenir à leurs besoins. Nous avons besoin que les autorités de partout puissent emboîter les pas et voir dans quelle mesure ils peuvent satisfaire leur population. Très bien, on va terminer l'émission, mais la toute dernière question, qu'est-ce qui a changé sur le plan financier après les départs des Mouyej? Ce qui a changé après le départ des Mouyej sur le plan des finances, c'est d'abord la transparence dans la canalisation de recettes. 96% dans le poche des individus. Aujourd'hui, c'est les 96% qui vont dans le caisse de l'État. Il y avait 4,9% sous Mouyej et sous Masuka, c'est 42%. C'est pourquoi vous avez vu le ministre national de Finances qui a parlé du travail important qu'a Madame Fifi Masuka Saini. Et aujourd'hui, tous les circuits, n'est-ce pas, qui suissaient plus les réserves de la province ont été bloqués au profit de la caisse de l'État. Et tout le compte fictif créé par Mouyej aujourd'hui n'est pas plus en mouvement. C'est l'unique compte du Trésor qui reçoit toutes les réserves de la province pour être canalisé dans le compte du Trésor. Donc je pense que c'est très important de reconnaître que Masuka fait un travail de tintant. Et aujourd'hui, réellement, la province peut être appelée province pilote. Que répondez-vous à ceux qui pensent que Fifi Masuka a enfoncé la province dans les chaos? Non, enfoncé dans le chaos, c'est de l'âme sur le toit. La province est délivrée. La province se développe à tous les niveaux et à vitesse de la province la province décollait déjà avec Papa Solution, Richard Mouyej. Vous me ramenez dans un débat que j'ai déjà oublié. Mouyej a trahi la province et la province a été récupérée par Madame Masuka qui l'a délivrée du détournement. Les caisses ont saigné, il n'y avait rien sur le plan du développement. Et aujourd'hui, on peut parler réellement d'une province pilote. Excusez. Récent, vous avez suivi qu'il y aura une semaine touristique au Lualaba. C'est en fonction de multiples réalisations qui sont enregistrées dans la province du Lualaba. La province n'est pas dans le chaos et ne serait jamais dans le chaos, à moins si, dans les jours à venir, Masuka ne serait pas gouverneur parce qu'il n'est pas éternel et que la province serait récupérée par des suceurs d'argent, ceux qui veulent régner pour construire les maisons et satisfaire les individus. Très bien, les élections au niveau des provinces arrivent. Je crois que c'est 14 provinces ou 15 qui sont concernées par la décision. Voyez-vous Fifi Masuka s'aligner pour être candidate gouverneur ou vous pensez qu'elle va peut-être se retirer? Se retirer pourquoi? Commencer la guerre et l'abandonner. Délivrer, c'est comme Moïse. Vous délivrez le peuple d'Israël pour les abandonner? Mission terminée. Non. Madame Masuka va aller jusqu'au bout. Elle doit achever le travail. Elle s'est déjà sacrifiée. Elle s'est sacrifiée pour d'abord délivrer la province, améliorer la province, assainir les institutions, légitimer le pouvoir de Tshisekedi, imprimer sa vision à travers des actions à impact visible. Et elle doit aller jusqu'au bout parce que le peu de temps qu'elle a fait, elle a impacté. Alors nous voulons qu'elle aille jusqu'au bout avec l'avènement de l'état de droit, de l'union sacrée et le développement de la province du Lualaba. Donc, Fifi Masuka, sa candidature serait beaucoup attendue par le peuple de Lualaba en général. Très bien. Mardochine, c'est les merci de votre passage. Merci beaucoup, Hervé. Fin de cette émission. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Et je pense également à Zoé Kanga et Dorcas Tabita du Ciel qui nous suivent depuis la province de Tanganyika. Nous sommes là, dans les chefs-lieux Kalemi. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi cette émission. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.